Bienvenue à la 17e table Avis, la quotidienne. Au menu de cette édition aujourd'hui, le ciel français est en pleine mutation. Norvégienne, XL Airways, la compagnie, Boost or not Boost, on veut y voir clair. Et suite à notre feuilleton à la reconquête des touristes, aujourd'hui nous nous intéressons aux mesures de sécurité de la région Île-de-France et également aux mesures d'accueil qui viennent d'être lancées par l'IDF. Et enfin, au lendemain du Salon du tourisme de luxe qui vient de se dérouler à Cannes et à la veille des vacances de Noël, nous allons nous intéresser aux tendances en matière de tourisme haut de gamme, nouveaux produits, les destinations top et les expériences que la clientèle à haute contribution souhaite vivre. Et pour nous accompagner aujourd'hui sur ces sujets, j'accueille Corinne Loison, directrice générale de Directour et de Nozilis Collection, Jean-Pierre Sauvage, vous êtes président du BAR, le Board of Airline Representatives, n'est-ce pas? Ludovic Philippot, directeur général Sabre France. Et enfin, Othman Nasrou, vous êtes vice-président de la région Île-de-France, particulièrement chargé des affaires internationales et du tourisme. Bienvenue à tous. Je me tourne vers vous, Jean-Pierre. Ça se bouscule dans le ciel français. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un éditorial qui ne soit pas consacré au low cost et en particulier long courrier. J'aimerais que vous nous aidiez à y voir clair. Que se passe-t-il dans le ciel français? Mais il n'y a pas que dans le ciel français que ça se bouscule. Ça se bouscule dans le ciel européen, ça se bouscule dans le ciel mondial en général. D'ailleurs, les dernières statistiques IATA font montre d'une progression de trafic qui dépasse largement les 6%. On va arriver à 3,8 milliards de passagers, 4 milliards l'année prochaine. On a tous les éléments qui sont réunis justement pour se poser la question comment matcher cette demande. Parce que la demande est importante. Mais enfin, il faut quand même la relativiser. La demande, elle est essentiellement concentrée, les augmentations sur les trafics domestiques partie Asie, sur l'Atlantique Nord. Et ça m'amène tout naturellement à répondre à votre question. Le low cost, long courrier qui est très tendance en ce moment, en tout état de cause, quand je vois les velléités ou les objectifs de certains opérateurs, c'est des destinations millionnaires. Il n'y en a pas 150 dans le monde, des destinations millionnaires. Il n'y en a pas 150 non plus en France. Il y en a quelques-unes. Et là, on peut voir se profiler le piétinement des uns et des autres opérateurs que nous avons en France sur quelques destinations très limitées. C'est là toute la limite de l'exercice du low cost actuellement. Excusez-moi, sur les États-Unis. Alors les États-Unis, les Antilles françaises, d'accord. On peut dire les Antilles qu'on va qualifier hispanophones, Cuba et Saint-Domingue. Saint-Domingue, ça a été 250 000 Français l'année dernière ou cette année. Cuba, c'est guère plus, transporté par avion, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup de stock hôtelier, de toute façon, on est très limité. Donc on est loin des lignes dites millionnaires. Les lignes millionnaires, elles vont se retrouver sur les Antilles françaises, sur New York, éventuellement sur la côte ouest des États-Unis, si on veut y aller. Si on veut y aller. Et puis sur l'océan Indien. Alors après, on a vu les exemples ou les tentatives de compagnies asiatiques, AirAsia, il y a quelques années, et qui sont transformées par un échec. Pourquoi? Parce que le low cost long courrier ne répond pas aux mêmes spécifications que le low cost moyen courrier. De part justement les volumes qui sont traités, mais de part aussi un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en considération. Et ces éléments, c'est l'élément comparatif opérationnel. Si on peut faire en moyen courrier une différenciation concurrentielle ou compétitive entre une low cost et ce qu'on va appeler une legacy, c'est-à-dire un transporteur traditionnel, ça ne va pas être la même histoire, si je peux employer cette expression triviale, entre une low cost long courrier et une legacy. Pourquoi? Parce que les low cost long courrier sont irrémédiablement condamnés à travailler
sur du point à point où il va y avoir la concurrence legacy qui est déjà implantée. Donc là, il y a un sujet parce que pour l'instant, le low cost moyen courrier a pu se développer dans du point à point où les legacy n'opéraient pas. Bon, il s'est développé, il a pris sa place et c'est un élément important. Ludovic, est-ce que toi tu penses qu'il y a le potentiel de clients pour justement remplir toutes ces places d'avions qui se superposent sur le point à point, New York, la côte ouest, l'océan Indien, comme vous l'avez dit Jean-Pierre. Est-ce que potentiellement la France peut nourrir ces nouvelles compagnies? Le potentiel de clients, oui, je pense qu'il est là, comme tu peux le dire, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, moi je vois le modèle low cost un peu différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le low cost long courrier, comme il est annoncé, il y a un effet d'annonce assez important. D'une part avec Norwegian, d'une part là récemment avec Air France qui a annoncé à échéance 2020 ouvrir une dizaine de vols low cost également avec une nouvelle compagnie, on ne connaît pas encore le nom, etc. Mais ils ont ce projet-là en tête. Moi je pense qu'on va peut-être vivre la même chose qu'on a vécu avec le low cost qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qui était au départ vraiment un effet d'annonce important et un produit totalement nouveau. Mais aujourd'hui, quand on va prendre un vol à Orly sur Vueling, EasyJet ou d'autres compagnies, c'est l'enfer. Le service n'y est plus, le produit n'est plus là. Et en fait, la différence maintenant entre une compagnie régulière sur du court moyen courrier et une compagnie low cost, mis à part les points de destination qui ne seraient pas desservis, elle se fait quasiment plus. Donc je pense que les compagnies régulières, elles vont voir arriver les low cost ou elles vont également s'équiper de compagnies low cost pour aller sur ce segment de marché. Mais au final, je pense que tout ce monde-là va se rapprocher comme le low cost qu'on connaît aujourd'hui, s'y rapprocher, avec des modes de tarification qui vont se ressembler, où on va dépackager les tarifs, on va enlever les bagages, si tu veux ce repas, si tu le veux pas, je te le mets dans le tarif, etc. Voilà. Ça c'est ce que je vois arriver, mais tu vois, à plus long terme, par rapport à l'expérience qu'on connaît aujourd'hui. Sur le long courrier, s'il est facile de pouvoir se différencier, parce que ce qui est important pour un low cost, et ça c'est basique, c'est de pouvoir créer un différentiel opérationnel de 25% en termes de coût. Et à partir de là, pour le créer, c'est clair que Marc Rochet a effectivement tout à fait raison. Il fallait partir d'une page blanche. Pourquoi ? Parce que ça va impliquer une redéfinition complète du modèle. Ça va impliquer aussi une redéfinition complète de ses coûts sociaux. Quand je dis coûts sociaux, les PNC, les PNT. Et là, il y aura peut-être une limite en ce qui concerne les PNT, parce que le marché PNT sur le long courrier n'est pas aussi souple que sur le marché moyen courrier. Il n'y a pas beaucoup de pilotes avec l'expérience nécessaire pour faire du long range en low cost. Donc là, c'est déjà un frein. Mais le frein le plus important pour se différencier, c'est le nombre de rotations qu'on peut faire dans une journée. Le nombre de rotations à low cost, autant il est capable de voler 14 heures ou voire un peu plus dans une journée, et contre 10 heures d'un legacy. Sur un long courrier, eh bien, on n'y peut rien. Il y a 24 heures dans une journée. Et un vol long courrier, si vous voulez faire une côte ouest, c'est 12, 12 et 12 et 24. Point. Donc la différenciation, elle va se faire ailleurs. Elle va se faire ailleurs. Alors, avec quoi ? Avec peut-être une flotte moderne avec les nouvelles technologies qui permettent d'avoir des avions, des appareils, avec des nouveaux appareils, bon, 787, nouvelle technologie, des avions moins consommateurs de fuel, parce que le fuel pèse énormément sur un budget low cost, c'est vrai. Mais il y a la contrepartie, c'est les droits de trafic. Il faut pouvoir opérer sur des destinations où il n'y a pas de restriction de droits de trafic. Ça, c'est un point important. Or, ça ne va peut-être pas forcément être évident pour certaines destinations. Alors sur les US, puisqu'on est en open sky, ça peut fonctionner. Il y a peut-être des endroits où ça ne fonctionnera pas toujours. Mais toujours est-il qu'il y aura ces freins-là. Alors pour revenir à Norwegian, puisqu'on parlait de Norwegian tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, Norwegian, déjà, c'est une compagnie qui a commandé 50 avions nouvelle génération. Ouais.
Je crois savoir qu'Air France compte mettre une dizaine d'avions en ligne. Je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus. Non, mais globalement, sur le débat des low cost, nous, évidemment, ce qui nous intéresse en tant que région, c'est l'arrivée des touristes. Et on sait que nous-mêmes, comme destination, on a une part des low cost qui est plus faible que d'autres destinations. Et ça peut contribuer, même si je pense que ce n'est pas le sujet majeur, ça peut contribuer. Sur la question de la concurrence européenne, c'est un sujet très vaste. Effectivement, il faudrait plus que cette émission pour y répondre. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut être très pragmatique sur ce sujet, effectivement. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la compétition est une mauvaise chose. Et on sait que nos compagnies aussi, les compagnies françaises, j'ai envie de dire, ont entamé un mouvement un petit peu de refonte. On travaille beaucoup avec elles, bien sûr, avec Air France notamment. Voilà, mais qu'on a peut-être tardé aussi à se mettre en mouvement sur un certain nombre de choses. Donc, moi, que ce soit Norwegian, on a eu un débat à la région aussi sur EasyJet, avec lesquels on travaille, bien sûr. Ça agite beaucoup le microcosme politique. Ce qui compte pour nous, au final, c'est qu'il y ait de plus en plus de touristes qui viennent dans notre destination. Et à partir de là, nous, on est complètement agnostiques sur ce type de débat. Et toi, Corinne, dans ta pratique avec ta clientèle plutôt haute contribution, est-ce que tu observes que tes clients ont tendance à réserver sur du low cost, fut-il long courrier? Et est-ce que ça permet d'avoir de meilleures recettes sur le terrestre? Oui, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, nous, on intègre complètement les low cost à notre programme de vol, pour la bonne et simple raison qu'un client va faire des arbitrages. Un client préfère peut-être aller sur Venise et voyager EasyJet et mettre plus d'argent au Danieli et préférer la chambre Garcia, super bien décorée, et dépensée. Donc je pense qu'aujourd'hui les clients... les clients fait vraiment, font des choix. Le prix est un facteur très important. Le service aussi, bien sûr. Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a même aujourd'hui des compagnies, alors c'est là où c'est peut-être un peu flou, on a des compagnies régulières qui imitent aussi un petit peu les low cost dans leur façon d'aborder et de présenter les prix. Alors justement, peut-être ce qui est un peu flou pour le client, ah bah oui, là vous avez vu 270 €, mais il n'y a pas le bagage. Et en vol régulier, on n'est pas forcément toujours habitué. C'est plutôt une logique, plutôt low cost. Donc, je pense que nous, en tout cas, en qualité de tour opérateur, on intègre vraiment les deux. D'accord. On intègre les deux. Le prix étant l'élément important, mais aussi, ensuite, il y a la notion de service. Et c'est vrai que la notion de low cost joue énormément sur la partie moyen courrier. Parce que c'est incontournable aujourd'hui. Je veux dire, sur certains axes, si on ne voyage pas low cost, on n'a pas. Et parce qu'effectivement, les compagnies plus traditionnelles ne sont pas positionnées. Donc, je pense que c'est complètement intégré par le voyageur. Le voyageur sait faire la part des choses. Le confort est important, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est quand même très orienté sur le prix. Et les voyageurs, et même haute contribution, l'ont très très bien saisi. D'accord. Donc, en fait, ce modèle est un modèle qui va perdurer, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, il va perdurer parce que, premièrement, c'est dans l'air du temps, du consommateur. Et on est pour reprendre un mot qui est très tendance en ce moment, c'est le momentum. Momentum parce que le fuel est bas, parce que ces choses-là. On pourra se reposer la question si le fuel remonte. 65 $ par rapport à ce qui est actuellement, c'est 50% d'augmentation du fuel. Donc là-dessus, il peut y avoir un frein important. Aujourd'hui, c'est un élément d'opportunité, mais ça peut être aussi un élément antagoniste à un moment donné. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit notre ami de l'Île-de-France concernant les flux. Les flux, les compagnies traditionnelles ne raisonnent pas uniquement de l'outgoing, raisonnent également en incoming. Bien évidemment. Et l'incoming est une partie importante. Et justement, pour l'économie d'une région, encore plus pour celle de l'Île-de-France, qui est quand même le premier récepteur de touristes en France, vous savez quel est le montant des recettes touristiques à l'international sur les 150 milliards des recettes touristes produites par le tourisme en France, c'est 58 milliards. 58 milliards, c'est pratiquement un bon tiers. Et un bon tiers qui est transporté une grosse partie par les transporteurs aériens. Donc il faut peut-être en tenir compte. Et quand j'entends parler de tourisme et du côté plutôt des structures organisées en France, qui pour eux le tourisme c'est l'outgoing, je dis là-dessus il y a quand même des nuances à apporter dans tout cela. Nous, à la table de la quotidienne, vous l'aurez bien compris, on s'attache vraiment, et merci pour nous passer le relais,
aux réceptifs, parce que l'industrie du tourisme en général, en France, c'est en effet l'outgoing, et on en a une représentante émérite ici, mais les emplois, la valeur ajoutée se trouve ici chez nous en France. Vous allez vous énerver là. Non, je vais parler de CDG Express parce que je peux pas m'en empêcher de parler de CDG Express parce que c'est incongruité de vouloir faire payer, de mettre une taxe de plus parce qu'on ajoute de la taxe à la taxe. C'est un sport national français. CDG Express, de mettre une taxe. Bon, ça a été reporté à 2024. Vous avez des infos à partager avec nous sur ce fameux CDG Express? Pas d'infos particulièrement confidentielles ou de première main, si ce n'est que nous on a une position extrêmement constante là-dessus, on est complètement en faveur du projet, on ferait tout pour lever tous les obstacles, on a une position, je crois que Valérie Pécresse l'a dit, la présidente de région à plusieurs reprises, sans aucune ambiguïté, et j'ai même envie de dire sans aucun complexe, parce que bien sûr il y a toujours un débat qui vise à opposer le CDG Express et le RERB, il faut vraiment que tout le monde comprenne bien que ce ne sont pas de logiques opposées, au contraire que c'est aussi une manière de désengorger le RERB, parce que quand il est bloqué, parce qu'on a des bagages qui restent, et bien voilà, il faut arrêter d'opposer les touristes d'une part et les franciliens de l'autre. Quand on travaille pour le tourisme, on travaille pour les deux. Donc là-dessus, on n'a aucun problème. On a une discussion évidemment avec ADP, avec Aéroport de Paris, extrêmement poussée là-dessus, mais on est exactement sur la même longueur d'onde. Et on a bon espoir que ce CDG Express, on ne prenne pas plus de retard, parce que c'est sur 2022, mais sur 2024, il faudrait vraiment que là, on le boucle. À ma connaissance, le bouclage financier est assuré. S'il faut nous, en tout cas, on fera tout pour qu'il soit complètement bouclé. C'est pour nous quelque chose de complètement stratégique. Ça rentre dans une stratégie globale, avec évidemment en ligne de mire les JO, avec tout un sujet aussi sur le tourisme d'affaires, parce qu'il y a aussi ce débat sur la tarification du CDG Express qui sera à 24 €, et donc tout de suite on le caricaturait comme étant un projet. Nous on n'a pas de complexe là-dessus, il faut qu'on accepte de segmenter aussi les choses, on a besoin d'une liaison directe, enfin je veux dire, ce débat vu des autres métropoles est absolument surréaliste, quand on parle ne serait-ce que de Londres. Donc à partir de là, nous on n'a aucun complexe, et vraiment on y va à fond sur ce sujet-là, on l'a dit, on le redit, et on met tout ce qu'on peut, tout ce qui relève de notre compétence en tout cas, pour que ça puisse se faire. Ça nous amène directement à la question suivante. Nous avons eu le mois dernier un débat sur le réceptif parisien. Et il nous semblait intéressant de revenir sur ce débat en matière d'accueil et de sécurité principalement, puisque la sécurité était la question principale. C'est la sécurité qui obère bien évidemment nos chiffres, et pour cause. Valérie Pécresse et la région ont décidé d'investir massivement sur cette réponse. Quelle est-elle ? Effectivement, on a bien sûr une baisse du nombre de touristes étrangers qui est d'abord due aux attentats, bien sûr. Et là-dessus, je fais une petite parenthèse sur cette question de l'état d'urgence qui est très problématique pour nous, puisqu'évidemment, à l'étranger, vous avez ce terme de state of emergency qui est perçu de manière extrêmement anxiogène, alors que derrière ce sont des mesures de sécurité. Donc on plaide depuis un certain temps maintenant pour qu'on change le terme et qu'on garde les mesures concrètes derrière, qu'on l'appelle état de haute sécurité. C'est ce qu'on demande, par exemple. On n'a pas été entendu malheureusement par le gouvernement là-dessus. Je comprends que le contexte aussi soit difficile, mais c'est un sujet. Mais au-delà de cette question terroriste, et là-dessus évidemment, personne n'a la solution complète, mais il y a aussi, il faut le dire, il faut avoir le courage de dire les choses, un problème de sécurité au quotidien. Et on a encore eu, malheureusement, ces dernières semaines, ces derniers mois, un ensemble de faits divers qui continuent de dégrader l'image de la destination. Donc là, c'est un vrai problème pour nous. Et ce qu'il faut, c'est envoyer des signaux rassurants en mettant tout ce qu'on peut pour que, évidemment, le parcours du touriste soit rassuré, que le touriste soit rassuré, que son séjour ici se passe de la meilleure condition. Donc la présidente a annoncé quelques mesures il y a maintenant un peu plus d'un mois. Oui, c'est ça. Oui. Ça faisait suite, je tiens aussi à le dire, à une réunion avec les professionnels du tourisme, parce qu'il faut qu'on ait tous beaucoup d'humilité là-dessus. Nous, il faut arrêter avec le tout public. Ce sont eux qui nous ont suggéré de manière très concrète, et ce sont des mesures d'application immédiate pour qu'on améliore les choses. Je crois qu'encore une fois, sur ce sujet, comme sur le reste, il faut qu'on soit extrêmement pragmatique. Et donc, une des mesures, bien sûr, ça va être, cette région va financer, à partir de janvier, des commissariats mobiles qui seront disposés sur les sites touristiques. C'est quelque chose d'extrêmement visible, d'extrêmement tangible. Pourquoi ? Parce que le problème que vous avez aujourd'hui sur la présence policière sur les sites touristiques, c'est que bien sûr, s'il y a un touriste qui a un souci, qui va porter plainte, eh bien le policier se retrouve à devoir l'escorter au poste de police, et en attendant, vous avez moins de policiers sur site. Donc évidemment, en disposant des commissariats
mobile, vous permettez une présence policière accrue, visible aussi, vraiment sur les sites touristiques. Alors ça ne réglera bien sûr pas tous les problèmes, mais on y consacrera l'an prochain sur le tourisme, spécifiquement sur la sécurité touristique, 1 million d'euros supplémentaires, cette région va le faire. On y fera aussi, on équipera en vidéoprotection, en portique de sécurité, l'ensemble des sites touristiques qui le souhaitent. Mais vraiment, on prend à notre disposition. C'est effectivement une compétence qui est plutôt celle de l'État. Mais si vous voulez, au lieu de rester les bras croisés et de se renvoyer la balle, comme on en a beaucoup l'habitude quand même en France, il faut le dire, entre l'État, la région, la ville de Paris, etc. Bon, bah écoutez, nous on décide d'y consacrer des moyens. On a une convention avec le ministère de l'Intérieur où on finance déjà des commissariats physiques, des casernes de gendarmerie. Et bien désormais, on va également financer des commissariats mobiles sur les sites touristiques. Je sais que le château de Versailles, par exemple, nous a sollicité tout de suite quand il a vu cette annonce et nous a dit qu'il était effectivement très intéressé. C'est vrai qu'on a ce sujet-là sur ce type de site touristique. Et bien voilà, à partir effectivement de l'an prochain, nous aurons ces dispositions-là. C'est en matière de sécurité, en matière de tourisme, la principale mesure phare, oui, parce que, encore une fois, elle a un effet, il faut le dire aussi, de communication pour montrer qu'on est conscient qu'il peut y avoir un sujet de pickpocket, qu'il peut y avoir un sujet effectivement là-dessus, mais ça permet aussi d'être extrêmement pragmatique. Ludovic, oui. Je voulais poser une question à Jean-Pierre par rapport à un échange qu'on a eu tout à l'heure avec Othman. En fait, on a vu très récemment que les aéroports de Paris ont signé un accord avec Gemalto pour installer en fait des nouveaux portiques de sécurité pour automatiser. Othman parlait tout à l'heure de la gestion du flux entrant. Et aujourd'hui, quand on a la chance de voyager ou d'arriver à Charles de Gaulle, le passage en douane et le passage à la sécurité, c'est une horreur. Et est-ce que tu penses que l'automatisation de la sécurisation et de l'accès du flux et de la gestion du flux des voyageurs va s'améliorer à l'avenir, quoi? Est-ce qu'il y a des projets tangibles là-dessus? Parce que je suis pas de votre compétence, mais c'est plutôt sur la partie infrastructure, quoi. Ce qui est contrôlé, ce sont les flux sortants, ce ne sont pas les flux entrants. Les flux entrants sont contrôlés uniquement en termes de documentation. Donc, c'est-à-dire les entrées, pas Schengen, les entrées internationales par la PAF, la police aux frontières. Donc il n'y a pas de contrôle sécuritaire à l'entrée. Ça n'existe pas. Les contrôles, sacré bazar, quand même. oui, mais les contrôles de sûreté se font à la sortie. Alors justement, c'est une bonne question qui me permet, entre guillemets, d'aborder le coût de tout cela. Parce qu'effectivement, le président des aéroports de Paris a parlé que les passages à 30 minutes étaient multipliés par 20. Il y a 1 milliard. Il y a 1 milliard d'euros qui servent à faire fonctionner tout cela. Bon, il y en a 700 millions pour la sûreté proprement dite et 300 millions pour la sécurité, incendie et autre chose. Mais c'est un coût important que nous dénonçons, entre guillemets, parce que finalement c'est un coût qui devrait correspondre aux régaliens. Donc là, je me tourne vers l'autorité, puisque vous avez parlé de Mme Pécresse tout à l'heure, donc elle peut avoir effectivement un rôle à jouer dans l'incitation à ce que les régaliens reprennent en charge justement ce qui est sa mission. Donc, bon, ces mesures de sécurité vont incontestablement rassurer les touristes, mais il y avait dans votre série de mesures quelque chose de plus positif finalement, qui était l'accès à l'apprentissage de la langue anglaise, à un minimum. Nous sommes censés être le pays qui reçoit le plus de touristes au monde, et encore maintenant, en 2017, on est obligé de former les accueillants à l'anglais. Et qu'est-ce que vous proposez donc dans cette perspective? Oui, parce qu'effectivement, on parle de sécurité et je suis entièrement d'accord avec vous, notamment sur Paraf, qui est un énorme sujet. On soutient complètement le président d'ADP dans son combat là-dessus, parce que les temps ont complètement triplé, quadruplé les temps d'attente sur les polices aux frontières. Et c'est une très bonne transition sur le sujet de l'accueil, puisque nous, région, ce n'est pas du tout notre compétence, mais on a une convention avec Aéroports de Paris sur notamment les points d'accueil, précisément dans les aéroports. Tous les comptoirs tourisme information sont financés conjointement par Aéroports de Paris et par la région, parce qu'on considère que, encore une fois, notre vocation, c'est de créer l'environnement le plus favorable.
sur le régalien en matière de sécurité, mais aussi sur l'accueil. Et là-dessus, c'est vrai que quand on voit les enquêtes de satisfaction d'un certain nombre de touristes, il y a des motifs d'insatisfaction, je l'ai dit, en matière de sécurité, mais il y en a aussi quelques-uns sur l'accueil et l'apprentissage des langues étrangères. Et au-delà du sujet touristique, un vrai sujet d'attractivité pour nous. Ça dépasse Un notre vrai champ de sujet. compétences. Et on n'est pas très bon là-dessus. Sur l'apprentissage de l'anglais, on est 23e sur 26 en Europe. Bon, donc il y a quand même des efforts à faire. Et comme cette région a aussi la compétence sur la formation professionnelle, la présidente Valérie Pécresse a inauguré le campus des métiers de tourisme, qui est une labellisation de l'État au mois de septembre, eh bien, on a décidé de consacrer des moyens spécifiques à la question de ce qu'on appelle, nous, la région multilingue, c'est-à-dire notre capacité à développer l'apprentissage des langues étrangères, la signalétique, ça peut paraître basique, mais encore une fois, il faut être très concret sur ces sujets-là. Et puis, des formations spécifiques pour l'ensemble des métiers du tourisme sur les langues étrangères. On va aussi investir sur des moyens un petit peu innovants, puisqu'on a tout un tas de start-up touristiques absolument passionnantes et qui font bouger un certain nombre de lignes. Il faut qu'on soit à la pointe de ce qui se fait. Je pense à la traduction en temps réel, je pense aux visites virtuelles aussi des sites touristiques. On a un sujet sur le tourisme culturel aussi, avec une question de traduction en temps réel, avec des solutions maintenant qui se font ou par lunettes, qui traduisent en même temps, ou plus simplement à l'affichage, etc. Donc on va consacrer des moyens spécifiques là-dessus. Mais globalement, on a besoin que tout le monde prenne conscience qu'il faut qu'on prenne, voilà, vraiment, si on veut être une région attractive, qui brille dans le monde entier, et qui sait se vendre aussi, et qui sait accueillir à la fois ses touristes, mais aussi ses investisseurs. Effectivement en anglais, mais pourquoi pas dans d'autres langues, c'est important. On va, au mois de juin prochain, sortir une application mobile qui va regrouper l'ensemble des offres touristiques de la destination. On a déjà un système d'information unifié qui est porté par le comité régional du tourisme. Et bien, cette application sera à terme dans 9 langues, je crois, une dizaine de langues qui correspondent aux 10 plus grandes, évidemment, pays d'origine. Puis ceux qui doivent conquérir, on ne peut pas avoir aujourd'hui pas de documentation en chinois, même en coréen, en japonais, etc. sur la destination, que ce soit encore une fois le tourisme ou pour l'investissement et l'attractivité. Il faut vraiment qu'on ait dans l'idée d'esprit que c'est la même logique. Puis sur l'accueil au quotidien, sur le terrain, il y aurait beaucoup à dire. On va déployer à partir de vacances de Noël une expérimentation avec ce qu'on appelle nous les volontaires du tourisme. Mais en gros, il s'agit de renforcer la présence humaine avec des jeunes qui vont venir, des jeunes qui sont issus des métiers du tourisme, avoir une expérience professionnelle pour accueillir des touristes, notamment en anglais, mais pas seulement, pour les guider, les orienter, pour les rassurer aussi et pour s'assurer que tout se passe bien sur un ensemble de points qui vont des grands magasins aux principales stations de transport, bien sûr les sites touristiques. Maintenant, c'est ça? Ça commence le 17 décembre. C'est maintenant. Hein. Voilà, non, mais il faut être. Voilà, le but c'est qu'on fasse bouger les lignes et qu'on soit les plus concrets possible. Alors on vient de parler des low cost et des prix bas. En revanche, moi qui reviens de Cannes, du salon ILTM, le salon du luxe, qui vient de fermer ses portes, il m'apparaît que une tendance de fond sur le marché français continue à se développer, à savoir le développement de la clientèle de luxe et de la clientèle haut de gamme. Et donc j'aurais aimé, Corinne, que tu puisses partager ton expérience avec nous et nous dire ce que tu observes, soit en termes de tendance ou de destination ou expérience. Écoute, la demande, effectivement, elle ne faiblit pas. Sur tout ce qui est voyage haut de gamme, les clients sont toujours très demandeurs, même si forcément l'aspect prix, budget est quand même là. Hein. Enfin, je veux dire, on a quand même des clients qui voyagent et qui dépensent beaucoup. On a des paniers moyens assez élevés. Pour autant, ils restent quand même ouverts, très à regarder les prix, malheureusement, hein, mais heureusement aussi. Hein, c'est le jeu aussi de la concurrence. Et la demande ne faiblit pas. Donc, quand il y a des arbitrages à faire, de toute façon, ça se fait rarement sur la qualité des prestations, donc on continue à voyager quand même 5 étoiles. Les destinations qui ont la préférence un petit peu des clients en ce moment à cette période de l'hiver, ça reste un peu les classiques aussi, hein, j'ai envie de dire l'océan Indien, l'Asie, les villes américaines, ça reste dans les Émirats aussi d'ailleurs, notamment Dubaï, font partie des destinations privilégiées. Plus que les destinations, je pense que ce que recherchent les voyageurs, ce sont des voyages qui restent, qui ont du sens. C'est-à-dire que voyager dans un très bel hôtel, c'est très bien, mais rapporter une expérience véritable de son séjour en se disant, moi j'ai été visiter par exemple, je donne un exemple très bête, mais un monastère où j'ai partagé un repas dans une famille, etc.
sont maintenant indissociables en fait. Ça fait partie de l'expérience du voyage. On aime revenir, en parler et puis partager avec sa famille, ses amis à son retour. Donc nous, on s'est inspiré un petit peu de tout ça, de tout ce qu'on connaît de ces clients haut de gamme pour lancer une marque qui s'appelle Nausilis Collection, où on apporte des services de conciergerie parce que ce qui plaît aujourd'hui davantage, c'est de se sentir encadré, de se sentir totalement pris en charge. Sécurisé. Donc effectivement, prendre un chauffeur privé de son domicile vers les aéroports, c'est important. D'avoir des services de conciergerie, c'est-à-dire une personne qui va vraiment être le chef d'orchestre de l'expérience du client pendant tout son séjour, c'est important. Une personne qui n'a pas un rôle d'ailleurs commercial, mais qui est juste là pour veiller au bien-être. Ça, c'est aussi ce que nos clients nous ont demandé. Raison pour laquelle on a décidé de le mettre dans le concept parce que c'était important. Et puis ensuite, ce concierge qui va venir créer des moments, justement, des moments d'interaction importante entre les voyageurs eux-mêmes, mais aussi avec la culture, etc. Les locaux, exactement, la culture locale. D'accord. Donc les voyager haut de gamme, oui bien sûr, toujours, mais avec une interaction un petit peu différente et qui est vraiment basée aujourd'hui sur... Il y a une demande du client haut de gamme ou pas, finalement, de plus d'authenticité lors de ces voyages. Plus d'authenticité, plus d'interaction et d'avoir de quoi... enrichir en tout cas son expérience. Donc il y a aussi, alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'aérien, forcément la notion de confort est très importante. Donc on a énormément de demandes, c'est vrai, pour des business class. Forcément, des business class à prix très négocié parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'aérien, notamment avec les compagnies, alors je parle des compagnies des Émirats, mais on a des offres assez fabuleuses sur des business class, ce qui fait qu'aujourd'hui, les prix ont beaucoup baissé sur cette classe haute contribution et que le client se dit, ma foi, en réservant peut-être un peu plus tôt, en bénéficiant de promotions, je vais voyager grand confort. D'accord. Donc c'est une tendance lourde, Ludovic, que toi tu peux observer de par ton expertise. Alors, moi je l'observe de différentes façons, soit sur l'ensemble de nos clients, comme tu viens de le dire, on a une vision des destinations, etc. Mais je pense que ce que tu traduis là est beaucoup plus proche des réalités du marché, etc. Moi je le vois dans des chiffres, c'est un mélange aussi bien de loisirs que voyage d'affaires, donc c'est difficile de déterminer une tendance. En revanche, avant de venir, j'ai demandé à mon ami Fabrice Darieux de Bourse des Vols quelles étaient qui était là la dernière fois, quelles étaient les tendances sur son site. Là, ça va être des tendances online, d'accord ? On n'est pas sur des tendances globales marché, mais ce qui reste très à la mode en ce moment, il y a des fortes demandes sur la Thaïlande, je pense que tu peux le confirmer. Il y a un retour sur les dom-toms, là, actuellement, dans les périodes de réservation actuelles. Et le Vietnam semble bien positionné également dans les tendances. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se voit. Actuellement, c'est vraiment, je vous dirais, du temps réel, ce qui se passe dans les derniers jours. C'est ça. On a les mêmes tendances sur l'Asie. Alors, tu dis le Vietnam, il y a la Thaïlande et le Japon aussi, qui fait une très très belle... quand même une destination à très haute contribution. Pour le coup, qui plaît énormément. Après, on a, on va dire, l'océan Indien. Notamment l'île Maurice, les Seychelles qui explosent. Vraiment, on a énormément de demandes, et notamment sur les Seychelles. Et puis ensuite, alors ce qui est très intéressant, ce que tu dis sur les Antilles. Alors nous, on n'est pas très positionné sur les Antilles, malgré... Voilà, exactement. Mais oui, tu me donnes des idées, exactement. Normalement, écoute, on a, depuis ces derniers mois, un vrai regain d'intérêt vers les françaises. Absolument. Alors je pense que l'aspect sécuritaire il fait, mais il y a une offre aussi qui s'est beaucoup améliorée ces dernières années, et puis une offre tarifaire aussi. Tarifaire ground et également l'offre tarifaire aérienne. Qui dynamise totalement. Plus de capacité. En matière d'expérience, donc on a parlé de l'immersion, c'est vraiment la grande tendance.
Pour en revenir aux réceptifs, l'immersion en région parisienne, ça pourrait être quoi? Mais c'est sûr qu'on a un marché touristique qui a connu beaucoup de mutations ces 10 dernières années avec une grande désintermédiation, et puis vous le dites, une recherche vraiment d'expérience touristique. On n'est plus effectivement sur une forme de tourisme traditionnel, mais vous connaissez tout ça très bien. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de dire que, évidemment, Paris, c'est le fer de lance, c'est la locomotive de la destination, c'est la marque à l'étranger, mais il faut qu'on arrive à précisément proposer des expériences en dehors, justement, de Paris à proprement parler. On a des tas de sujets qui sont certainement sous-exploités. On est en train de lancer toute une destination sur le parcours impressionniste, qui est extrêmement demandé par les touristes, et sur lesquels, pendant des années, on n'a pas réussi à proposer des parcours un petit peu cohérents, des expériences cohérentes, à la fois d'ailleurs en Île-de-France, mais aussi jusqu'en Normandie, à travers l'axe Seine. Et là, c'est quelque chose qu'on démarre et qui est extrêmement important. Mais je pourrais dire la même chose de la gastronomie, sur laquelle il y a encore beaucoup à faire. Et là aussi, il ne faut pas avoir de honte à dire qu'il faut aussi aller chercher une clientèle de luxe qui dépense beaucoup. On est la première destination au monde, et en même temps, on est la 4e destination en matière de panier moyen. Ben oui. Donc, et c'est ça qui fait vivre quand même plus de 500 000 emplois, directs et indirects, en Ile-de-France sur le tourisme. Donc il faut qu'on aille les chercher en proposant ce genre d'expérience. Je pourrais parler aussi du tourisme vert, le tourisme historique. On a une marque à l'international, par exemple Napoléon, mais qui est complètement sous-exploitée et qui est pourtant adorée par un tas de touristes qui viennent chercher ce type d'expérience. Donc on est en train de renouveler un petit peu tout ça avec Valérie Pécresse depuis un petit peu moins d'1 an maintenant. Et j'ai bon espoir que ça commence à faire bouger les lignes. Mais encore une fois, on le fait avec les professionnels du tourisme. C'est eux qui connaissent les métiers, c'est eux qui savent vendre. Nous, on est là pour les aider, leur faciliter la vie. Et voilà, mais déjà c'est une sacrée mission, mais j'ai bonne expérience qu'on puisse rester compétitif comme destination, ce qu'on a du mal à faire parce qu'on capte finalement assez peu de la croissance mondiale du secteur en allant sur ce type d'expérience diversifiée dans Paris mais aussi en dehors de Paris. D'accord. Et toi Ludovic, il me semble que tu as observé une tendance qui m'avait totalement échappé mais qui est assez intéressante. Et ça tombe bien, je parle juste après Hotman parce que Hotman va nous aider. Hotman va nous aider. En fait, alors, dans le super luxe et dans l'hyper luxe, ce qui se développe et ce qui va se développer très fortement, et donc les agences de voyage et les professionnels du tourisme vont avoir besoin de ce genre d'outils, c'est les jets privés, d'accord ? Donc on parlait de l'accès aux aéroports secondaires. Comment rendre la sécurité et un accès international à ces aéroports secondaires ? Aujourd'hui, en fait, il y a pas mal de nouvelles entités, de start-up qui travaillent sur des projets d'agrégation et de sites internet qui permettent de regrouper les différents opérateurs de jets privés dans le monde. En particulier, je suis un projet qui me passionne beaucoup, qui s'appelle BuzzJet, Business Jet, BuzzJet. Et donc, ce projet est là pour fournir une plateforme de vente, une plateforme de distribution aux agents de voyage qui vont traiter de l'hyperluxe, d'accord ? Donc ils vont s'adresser à l'ensemble des opérateurs de jets privés qui ont besoin de ces moyens de distribution. Et donc je pense qu'il y aura un réel engouement dans les années à venir, même dans les mois à venir, avec une accessibilité même à l'utilisation d'un jet privé où on va payer pas le jet dans son ensemble, mais on va le payer à la place. Et je pense ça va ouvrir également des opportunités. Alors, des opportunités pour l'inbound, des opportunités pour d'autres voyageurs français qui veulent se déplacer. Mais pour ça, on a besoin également que les régions aident l'accès aux infrastructures des aéroports secondaires. Et on a besoin de maintenir ces aéroports secondaires et de les aider à se développer également. Voilà. Je crois savoir, mais je parle sous le contrôle de Jean-Pierre, que pas mal d'aéroports secondaires, et notamment celui de Cannes-Mandelieu ou celui de Saint-Tropez, ne pourraient plus accueillir des jets privés en provenance hors Schengen, puisque la sécurité ne serait plus assurée et on ne pourrait plus faire entrer des ressortissants hors Schengen sur ces aéroports. Or, ils sont pourvoyeurs de clientèle qui dépense énormément d'argent sur notre territoire, Saint-Tropez, Cannes, etc. Est-ce vrai ? Sur 84 aéroports, il y en a 17 qui représentent exactement 95% du trafic. Les aéroports 10 millionnaires. Donc il reste 5% sur les 67 aéroports restants.
Et sur ces 5%, vous en avez exactement 44. Sur les 67, il y en a 44 qui représentent exactement 0,28% du trafic total en France. Alors, ça nous paraît quand même assez inégal que ce soit financé par les clients qui embarquent avec la fameuse taxe d'aéroport. Je n'ai rien contre à ce qu'il y ait effectivement des développements locaux, mais ça doit être pris en charge par les collectivités locales ou régionales pour le développement économique et touristique de ces régions. Parce que Saint-Tropez, puisqu'on parlait de Saint-Tropez, 22 000 passagers. Saint-Tropez a cotisé en 2014, quand je dis à cotiser, a récupéré plus d'1 million au compte de la fameuse taxe de péréquation. On ne voit pas pourquoi on va financer des arrivées de riches sur le dos, entre guillemets, des pauvres. Je ne veux pas avoir un discours socialiste, mais c'est un discours... non, c'est pas ça. C'est le point, bien sûr. On ne voit pas pourquoi on va faire payer nos clients qui partent de Paris pour le bénéfice d'un émir ou d'un potentat russe qui vient là-bas parce qu'il a les moyens de se financer. Donc c'est localement qu'on doit pouvoir trouver des solutions et faire en sorte. Voilà. C'est le cas de Saint-Tropez, mais tu as le cas d'un aéroport là, sur l'île de France. Hein. Ça s'appelle Toussul Noble, sur lequel on ne peut plus accueillir depuis quelques années maintenant, effectivement, de voyageurs en dehors de l'espace Schengen, ce qui est un vrai sujet parce que c'est à proximité de Saclay, parce qu'on a un vrai sujet de tourisme d'affaires. Moi, je suis élu de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est un gros pôle économique, le deuxième après la Défense, et vous ne pouvez plus effectivement avoir une clientèle qui atterrit ici, et ça engorge d'ailleurs aussi, ça pose des problèmes de transport, parce qu'évidemment vous les faites atterrir, si vous le faites atterrir au Bourget, ce qui est quand même pas vraiment la porte à côté quand vous devez ensuite rejoindre le sud de Paris. Après, c'est une question de péréquation. Moi, j'ai pas de sujet particulier. Je comprends parfaitement la question. Je crois qu'il y a un modèle économique. Nous, notre problème, il est sur la sécurité. En fait, c'est encore une fois une question de police aux frontières. Et Ludovic a parfaitement raison. Parce que quand on dit ça, la présidente de région Valérie Pécresse a fait une demande à Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur jusqu'il y a quelques jours, voilà, maintenant Premier ministre, qui a refusé malheureusement. Mais je comprends qu'il a un problème d'effectif dans ce contexte-là. Ceci étant dit sur ce sujet particulier, et je vais rebondir sur ce que disait Ludovic, il a parfaitement raison, nous on consacre des moyens spécifiques effectivement à la question touristique et on va y consacrer davantage de moyens l'an prochain. Mais c'est plus des moyens pour faire levier sur un certain nombre d'investissements touristiques, encore une fois avec les professionnels. Et puisque tu as évoqué Ludovic la question notamment d'un certain nombre de startups, vraiment, moi je vais lancer un appel un petit peu dans cette émission sur votre antenne. Vraiment, s'il y a des projets structurants pour le tourisme de demain, on est disposé vraiment à en financer une partie et en les financer à la fois directement et on va avoir un investissement touristique qui va être renforcé l'an prochain. On a aussi un fonds de soutien au secteur touristique pour cette période un peu difficile qu'on va tripler. Donc vraiment, on y met les moyens quand même. Hein. Ça veut dire qu'on fait moins de dépenses de fonctionnement et plus de dépenses d'investissement. Je crois que c'est de bon sens, notamment là-dessus, notamment pour une collectivité. C'est pas toujours le cas, mais sur ce sujet-là, on y va. Et du coup, vraiment, s'il y a des projets structurants, vraiment qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous. On fera alors, tout ce qu'on peut, y compris en investissant sur leurs projets. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc voilà. Appel à candidature aujourd'hui. Alors je voulais laisser le dernier mot à Corinne, forcément. En ces temps où la distribution est un petit peu challengée, Directour, enfin le groupe NG Travel, a fait le pari de relancer une marque Nausilis Collection dans les agences de voyage. Pourquoi ? Forcément parce que c'est alors nous effectivement Directour c'est beaucoup plus du B2C. Maintenant pour donner effectivement beaucoup plus d'envergure aussi à cette marque, il nous semblait important d'associer aussi la distribution. Certains des hôtels que l'on a sélectionnés sont des hôtels qui sont très demandés et qui ne sont pas forcément trouvés aujourd'hui par les agences dans les brochures des tours opérateurs. Il faut quand même dire quelque chose d'assez important sur le haut de gamme. Aujourd'hui par rapport à des choix qui ont été faits par les tours opérateurs, beaucoup d'hôtels haut de gamme ne trouvent plus leur place. Donc il y a de la demande pour autant, une demande qui est là pour des établissements qui sont très haut de gamme. Et aujourd'hui, le pari a été fait de concentrer sur des produits beaucoup plus bankable peut-être aussi, et qui trouvent un public beaucoup plus large, ce que je peux comprendre. Donc plus en mass market. Donc la stratégie du coup de Nausilis Collection d'aller à la fois sur le B2B et puis le B2C le challenge il était là et de pouvoir tout simplement trouver un public parmi ces agences. En tout cas, bonne chance. Merci.
C'est ainsi que se termine cette 17e table Avis la quotidienne. Corinne, Jean-Pierre, Ludovic, Othman, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 18e. En attendant, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup de succès, beaucoup de belles ventes, beaucoup de compagnies, et puis on observera les agents de l'Île-de-France pendant les vacances de Noël. À bientôt, au revoir.